possédait. Son mari, comme un matelot, revenait d'un voyage et lui disait en pleurant qu'il avait reçu l'ordre d'emmener Virginie. Alors, ils se concertaient pour découvrir une cachette quelque part. Une fois, elle rentra du jardin, bouleversée. Tout à l'heure, elle montrait l'endroit, le père et la fille lui étaient apparus, l'un auprès de l'autre, et ils ne faisaient rien. Ils la regardaient. Pendant plusieurs mois, elle resta dans sa chambre, inerte. Félicité la sermonnait doucement. Il fallait se conserver pour son fils, et pour l'autre, en souvenir d'elle. Elle, reprenait Madame Aubin, comme se réveillant. Ah oui, oui, vous n'oubliez pas. Allusion au cimetière qu'on lui avait scrupuleusement défendu. Félicité, tous les jours, s'y rendait. À 4 heures précises, elle passait au bord des maisons, montait la côte, ouvrait la barrière et arrivait devant la tombe de Virginie. C'était une petite colonne de marbre rose, avec une dalle dans le bas et des chênes autour enfermant un jardinet. Les plates-bandes disparaissaient sous une couverture de fleurs. Elle arrosait les feuilles, renouvelait le sable, se mettait à genoux pour mieux labourer la terre. Madame Aubin, quand elle put y venir, en éprouva un soulagement, une espèce de consolation. Puis, des années s'écoulèrent, toutes pareilles, et sans autre épisode que de retour des grandes fêtes Pâques, l'Assomption, la Toussaint. Des événements intérieurs faisaient une date où l'on se reportait plus tard. Ainsi, en 1825, 2 vitriers badigeonnèrent le vestibule. En 1827, une portion du toit tombant dans la cour faillit tuer un homme. L'été de 1828, ce fut à Madame d'offrir le pain béni. Bouret, vers cette époque, s'absenta mystérieusement, et les anciennes connaissances peu à peu s'en allèrent. Guyot, Liébard, Madame Le Chapetois, Robelin, l'oncle Grémanville, paralysé depuis longtemps. Une nuit, le conducteur de la malle-poste annonça dans Pont-l'Évêque la Révolution de juillet. Un sous-préfet nouveau, peu de jours après, fut nommé le baron de Larsonnière, ex-consul en Amérique, et qui avait chez lui, outre sa femme, sa belle-sœur, avec 3 demoiselles assez grandes déjà. On les apercevait sur leur gazon, habillées de blouse. Elles possédaient un nègre et un perroquet. Madame Aubin eut leur visite et ne manqua pas de la rendre du plus loin qu'elle paraissait. Félicité accourait pour la prévenir. Mais une chose était seule capable de l'émouvoir, les lettres de son fils. Il ne pouvait suivre aucune carrière, étant absorbé dans les estaminets. Elle lui payait ses dettes. Il en faisait d'autres, et les soupirs que poussait Madame Aubin en tricotant près de la fenêtre arrivaient à Félicité, qui tournait son rouet dans la cuisine. Elles se promenaient ensemble le long de l'espalier et causaient toujours de Virginie, se demandant si telle chose lui aurait plu en telle occasion, ce qu'elle eût dit, probablement. Toutes ces petites affaires occupaient un placard dans la chambre à 2 lits. Madame Aubin les inspectait le moins souvent possible. Un jour d'été, elle se résigna, et des papillons s'envolèrent de l'armoire. Ses robes étaient en ligne, sous une planche, où il y avait 3 poupées, des cerceaux, un ménage, la cuvette qui lui servait. Elles retirèrent également les jupons, les bas, les mouchoirs, et les étendirent sur les 2 couches avant de les replier. Le soleil éclairait ces pauvres objets en faisant voir les taches et des plis formés par les mouvements du corps. L'air était chaud et bleu. Un merle gazouillait, tout semblait vivre dans une douceur profonde. Puis, elles retrouvèrent un petit chapeau de peluche, à longs poils couleur marron. Mais il était tout mangé de vermine. Félicité le réclama pour elle-même. Leurs yeux se fixèrent, l'une sur l'autre, s'emplirent de larmes. Enfin, la maîtresse ouvrit ses bras, la servante s'y jeta, et elles s'étreignirent, satisfaisant leur douleur dans un baiser qui les égalisait. C'était la première fois de leur vie, Madame Aubin n'étant pas d'une nature expansive. Félicité lui en fut reconnaissante, comme d'un bienfait,
et désormais la chérit avec un dévouement bestial et une vénération religieuse. La bonté de son cœur se développa. Quand elle entendait dans la rue les tambours d'un régiment en marche, elle se mettait devant la porte avec une cruche de cidre et offrait à boire aux soldats. Elle soigna les colériques, elle protégeait les Polonais, et même il y en eut un qui déclarait la vouloir épouser. Mais ils se fâchèrent, car un matin, en rentrant de l'Angélus, elle le trouva dans sa cuisine où il s'était introduit et accommodé d'une vinaigrette qu'il mangeait tranquillement. Après les Polonais, ce fut le père Kolmich, un vieillard passant pour avoir fait des horreurs en 93. Il vivait au bord de la rivière, dans les décombres d'une porcherie. Les gamins le regardaient par les fentes du mur et lui jetaient des cailloux qui tombaient sur son grabat où il gisait continuellement, secoué par un catarrhe avec des cheveux très longs, les paupières enflammées et au bras une tumeur plus grosse que sa tête. Elle lui procura du linge, tâcha de nettoyer son bouge, rêvait à l'établir dans le fournil sans qu'il gênât madame. Quand le cancer eut crevé, elle le pansa tous les jours, lui apporta de la galette, le plaçait au soleil sur une botte de paille, et le pauvre vieux, en bavant et en tremblant, la remerciait de sa voix éteinte, craignait de la perdre, allongeait les mains dès qu'il la voyait s'éloigner. Il mourut. Elle fit dire une messe pour le repos de son âme. Ce jour-là, il lui advint un grand bonheur. Au moment du dîner, le nègre de madame de Larsonnière se présenta, tenant le perroquet dans sa cage, avec le bâton, la chaîne et le cadenas. Un billet de la baronne annonçait à madame Aubin que son mari, étant élevé à une préfecture, il partait le soir, et elle la priait d'accepter cet oiseau comme un souvenir et en témoignage de ses respects. Il occupait depuis longtemps l'imagination de Félicité, car il venait d'Amérique et ce mot lui rappelait Victor, si bien qu'elle s'en informait auprès du nègre. Une fois même, elle avait dit « C'est madame qui serait heureuse de la voir ». Le nègre avait redit les propos à sa maîtresse qui, ne pouvant l'emmener, s'en débarrassait de cette façon.